comme la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté, les régimes que ceux qui jugeaient ont condamné sont-ils en train de susciter des vocations dans la sous-région? Question qu'on est en droit de se poser quand le Ghana, le Bénin et le Togo ne cachent plus leur empathie à l'endroit de la charte du Liptako Gourmand, le Togo allant jusqu'à ne pas exclure la possibilité d'adhérer à l'AES. Pourquoi un tel regain d'intérêt vis-à-vis des voisins du Sahel? 90 minutes pour analyser la situation avec au plateau Mamadou Alioune Diouf. Il nous fait l'honneur de revenir aujourd'hui. Eladi Diouf, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux fidèles téléspectateurs du forum. Eladi Diouf. À Excellence également. Oui. Vous avez tué le suspense. Bonjour. Bonjour Gilles. Et comme il l'a dit, bonjour aux téléspectateurs, toujours fidèles au rendez-vous. Mais Mamadou Diouf est journaliste, historien, consultant en communication, formateur, islamologue et même écrivain. Il a plusieurs ouvrages. Prêt à être dévoilé dans les jours à venir. Baba Diawara Sauté, un homme hors du commun. Elle a dit Diouf. Oui, puisqu'on parle de plus en plus de panafricanisme, vous avez un ancien combattant, un tirailleur sénégalais comme on les appelle, malien de nationalité, qui a lutté contre le colon, qui a lutté contre les chefs de canton au niveau du Mali, qui a appuyé, qui a milité au RDA, parmi les 30 premiers militants du RDA au Mali, qui s'est battu également pour ce qu'il appelle la dignité de l'homme africain. Donc c'est vrai que ça s'est passé il y a longtemps, mais ça ressemble encore beaucoup à ce combat contemporain qui est en train d'être mené aujourd'hui par une bonne partie de la jeunesse africaine. À découvrir donc Baba Diawara Sauté, un homme hors du commun, un panafricaniste convaincu. Aujourd'hui, le sujet AES bientôt. De nouveaux membres vont-ils s'ajouter aux 3 du Sahel? C'est le sujet du jour et vous êtes invité à contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp. Vous connaissez le principe, plus 228 96 08 43 43. Message WhatsApp uniquement, pas d'appel. Je me ferai le plaisir de relayer vos messages dans la seconde partie de cette émission. Si c'est en direct que vous nous suivez, en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission avec votre pouce, commentez abondamment tout ce qui sera dit au cours de cette émission, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Et abonnez-vous à notre chaîne si c'est pas encore fait pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Et partagez New World Forum, la voix de l'Afrique qui veut adhérer au projet AES. Pour revenir au plateau, la Diouf, le Ghana de John Mahama, le Togo de Faure Gnassingbé, puis récemment le chef d'état-major des forces armées béninoises, tous souhaitent coopérer avec l'Alliance des États du Sahel. Ma question, pourquoi autant d'effervescence autour de régimes dits pourtant militaires? Pour moi, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est le réalisme. Quand il y a un coup d'État, même quand on est contre un coup d'État, on prend acte. On ne va pas dire je suis contre le coup d'État, je ne reconnais pas le régime qui est sur place. Le deuxième élément, c'est la proximité géographique qui fait que nous avons des liens qu'on ne peut pas enlever. Le troisième élément, l'AES n'est pas un crime, parce qu'il faudrait dire les choses comme elles sont. Ces 3 pays qui sont confrontés au terrorisme en particulier, qui ne sont pas contents de la réaction des autres pays membres, qui essayent de mettre leurs forces ensemble pour vaincre ce problème qui ne se limite pas à leur seul pays. Le président ghanéen, il vient d'arriver, il a été élu de façon démocratique. Il a parfaitement raison de se mettre dans cette logique de collaboration. Il l'a dit d'ailleurs très clairement dès le départ, il est pour la collaboration, pas pour le Ghana avec l'AES seulement, mais même la CEDEAO et l'AES, il l'a dit de façon extrêmement claire. Pour le cas du chef d'état-major général du Bénin, il s'agit plutôt d'une question militaire que d'une question d'AES. Il a été très clair, l'officiel qui parlait également au nom du pouvoir du Bénin, en posant le problème de ce point où il y a une rencontre entre le Bénin, le Niger et le Burkina, il se plaignait en disant que du côté béninois, il y a quelque chose, de l'autre côté, il n'y a rien. Ce qu'il veut, lui, c'est plutôt de la coopération militaire qu'une adhésion au niveau de l'AES pour combattre les terroristes au niveau de cette zone. Pour ce qui est du Togo,
je n'ai pas vu l'initiative du Togo. Quand on a posé la question au ministre, je me demande même est-ce que la question ne l'a pas surpris. Bon, comme il est un habitué de ce genre de choses, il a fait ce qu'on pourrait appeler un coup médiatique. Parce qu'aujourd'hui, quand on dise une bonne partie de la jeunesse africaine est pour, de façon incontestable, une souveraineté de l'Afrique. Ben, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez des panafricanistes 1.0, vous avez des panafricanistes 2.0, vous avez des panafricanistes 3.0. Et il y a du tout dedans, y compris des gens convaincus, des opportunistes, des gens qui essayent de faire en sorte que leur population puisse les suivre alors que les populations ne les auraient pas suivis sur d'autres aspects. Vous avez tous ces éléments qui sont ensemble, donc le Ghana, le Bénin, le Togo. Pour moi, les situations ne sont pas du tout les mêmes par rapport à ces trois pays-là. Ben, j'ai dit et répété toujours que l'avenir est dans l'AES. L'avenir n'est pas dans une CEDEAO moribonde, morte, déjà enterrée. L'avenir est dans l'AES et certains membres de la CEDEAO sont en train de se demander où allons-nous nous recaser après l'enterrement de la CEDEAO. Donc, il est tout à fait logique que des pays réfléchis commencent à penser AES, à parler AES, à militer AES. Le problème, ce n'est pas l'AES. Le problème, c'est une question de souveraineté, de liberté. Aujourd'hui, si tu veux la souveraineté de ton pays, tu veux la liberté, tu veux, disons, profiter des biens de ton pays, mais tu es AES. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont apporté de nouveau en sortant des griffes des pilleurs professionnels depuis 2, 3, 4, 5 siècles et qui ne sont pas rassasiés. Ils ont tout pris. Ils veulent continuer à tout prendre. Ils ne sont pas rassasiés. Maintenant, en les prenant un à un, le Ghana. Le Ghana est un modèle intéressant parce que dans la cacophonie de coups d'État, qu'est-ce qu'on dit, CEDEAO, on condamne, on va aller faire la guerre. Normalement, en Afrique de l'Ouest, les pays anglophones devaient se mettre à l'écart de ces palabres. Ça ne les concerne pas. Parce que aucun de ces pays anglophones n'a jamais dit à la France, viens, bon, désormais tu vas imprimer notre monnaie, viens, désormais nous laissons la moitié de nos devises dans la Banque de France, viens, désormais, si nous voulons exploiter notre pétrole, notre or, nos diamants, viens donner l'ordre d'abord, viens, si nous avons quelque chose, nous voulons nouer des relations avec tel ou tel autre pays, viens nous donner l'autorisation d'abord. Donc ces pays anglophones n'endurent pas, ne souffrent pas ce que les pays francophones souffrent depuis que le premier Français a mis le pied sur leur territoire. Alors, bizarrement, ces pays étaient les plus hargneux contre les pays francophones qui veulent leur liberté, qui veulent juste être au niveau de là où sont ces pays anglophones, à savoir avoir la marge de manœuvre. Hein? Et on n'est même pas encore arrivé à la monnaie. Arrivé un jour à faire une monnaie, mais ils sont allés s'aligner derrière les intérêts français. Pourquoi? Récemment, dans les propos du général Tiani, on apprend qu'il y a des corruptions mais malheureuses, minables. Parce que moi, quand on me parle de 4 milliards de francs CFA pour un pays comme le Nigeria, mais ça me fait rire. À côté de nous, le Ghana, le dirigeant, lui, il était toujours à l'Élysée. Il aimait les médailles. On lui en a donné plein. Je ne sais pas dans quelles armoires il va ranger tout ça maintenant qu'il est parti. Alors, la nouveauté, justement, aujourd'hui, c'est que vienne au pouvoir quelqu'un dans un pays anglophone de la sous-région ouest africaine qui commence à ouvrir les yeux, qui se dit, mais au fait, de quoi nous nous mêlons? Si la France veut écrémer jusqu'à la mort ces colonies, ce n'est pas notre problème. Mais nous, ces colonies étant frontalières de notre territoire, nous avons intérêt à avoir affiché un comportement qui fasse qu'on ne se fabrique pas des ennemis à notre frontière, qu'on puisse travailler ensemble. Et ces ennemis ou ces colonies françaises martyrisées, elles ont quel problème? Elles disent juste qu'on lutte contre les djihadistes. Or, les djihadistes, c'est qui les djihadistes? C'est les Koulouna de Paris, c'est les Koulouna que Paris a ensemencés dans nos régions.
On tue, on pille, on brûle, sans état d'âme. C'est les Koulouna, ça. Donc, les Koulouna, pour faire allusion aux braqueurs. Aux braqueurs de choses de Kinshasa. C'est les Koulouna. Avant le mot. Donc, le Ghana est venu, le Ghana se dit, mais le Burkina, c'est mon voisin. Il est tout à fait normal que je travaille avec le Burkina, que les soucis du Burkina soient partagés parce que nous avons les mêmes populations. Mais l'autre qui vient de partir, lui, il a toujours agi comme si la partie nord de son pays ne l'intéresse pas. C'est pourquoi les problèmes limitrophes de la partie nord, mais il s'en foutait. Ça, c'est le Ghana. Le Bénin, comme il a dit, c'est le chef d'état-major qui a posé un problème, disons, militaire. Parce que le Bénin, quand il dit, nous on est allé au Niger, disons, nous on a fait un pas, et que c'est les autres qui ne répondent pas, mais bien sûr, nous admirons son pas. Mais les autres ne répondent pas. Pourquoi? Ils disent, mais tant que vous avez les bases militaires de nos ennemis, des gens qui ouvertement disent qu'ils veulent notre tête chez vous, mais comment voulez-vous qu'on travaille avec vous? Les bases françaises sont là. Il ne suffit pas de nier les faits. Aujourd'hui, j'apprends que la société civile béninoise s'apprête à marcher pour demander le départ des militaires français. Ou bien, on admet que la société civile béninoise est mal informée, qu'il n'y a pas de base militaire française et qu'elle en a fabriqué. J'attends d'ailleurs les réactions de certains ambassadeurs qui vont adresser les lettres à la société civile béninoise, aux syndicats, pour leur dire, mais vous manifestez contre des bases qui n'existent pas. Eh bien, le porte-parole du gouvernement béninois, dans une adresse devant la presse en fin de semaine, a encore réitéré la position du gouvernement béninois. Pas de base militaire française au Bénin. Bon, ça c'est l'information officielle. Oui, c'est l'information. Le porte-parole, si j'étais à sa place, j'aurais dit la même chose. Vous savez, un gouvernement, c'est un corps, c'est un ensemble. On ne dit pas le contraire de ce que les autres pensent. Non, un gouvernement, il est solidaire. Donc, le chef d'état-major de l'armée du Bénin, voyant les dangers, il sait. On a tué ses enfants. Ça dit que les militaires béninois, on les a tués, c'est ses enfants. Il sait que s'il reste sur des principes bizarres, du genre il n'y a pas de base, du genre les Français vont nous aider, vont nous sauver des terroristes. Mais je me dis, mais c'est triste. C'est triste que quelqu'un au Bénin croit que les Français vont sauver les Béninois des terroristes. La preuve leur a été donnée, malheureusement, négativement, et endeuillé beaucoup de familles, et endeuillé nous tous, parce que quand on tue des Béninois ici, c'est comme on tue les Togolais. Nous sommes dans la même barque. Donc, ça, c'est le Bénin. Le chef d'état-major du Bénin pose un problème vraiment plus militaire que politique. Maintenant, le Togo. Mais est-ce qu'on avait même besoin de parler du Togo en ce qui concerne l'AES? Le Togo, vous savez, a une position qui est très claire, mais il y en a qui ont intérêt à la rendre floue, à la rendre sombre, à la rendre noire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a, ils réfléchissent, ils se disent, ah, comment on va faire pour brouiller les cartes entre le Togo et l'AES? Ils affirment, ah, le Togo, c'est la France africaine. Les gens de l'AES, ils doivent faire attention. Le Togo va les trahir. On entend ça tous les jours. Eux, ils veulent nuire au Togo vis-à-vis de l'AES. D'autres renchérissent, mais dans le sens contraire. Ah, faut faire attention, hein, le Togo, il n'est là que pour les intérêts de la France. Et quand on dit ça, c'est pour dresser les gens de l'AES contre le Togo, ou bien il est là. Ah, non, le Togo, c'est un membre fondateur de l'AES. Ah, c'est pour dresser le Togo contre la France. Heureusement, le Togo sait se retrouver dans ce méli-mélo. Le Togo a un cap qu'il tient et qu'il tiendra jusqu'au bout. Et il n'a pas de leçon d'appartenance ou de la non-appartenance à l'AES à recevoir de qui que ce soit. Parce que le panafricanisme, vous savez, Gilles, personnellement, je n'aime pas crier, je n'aime pas me présenter comme panafricaniste, hein, parce que c'est mélangé de tout. Chacun en profite. Il y a des gens sans le panafricanisme, on n'aurait jamais connu leur nom. Donc, ils en profitent, ils en usent et en abusent. On fait le tour des palais et pour s'engraisser un peu.
Et puis quand on vient, on se dit, ah, si on laisse la paix régner, il n'y aura pas de clivage, il n'y aura pas de raison de continuer à s'empiffrer. Nous savons tout ça, mais personne n'a de leçon à donner à la diplomatie togolaise qui a toujours été constante, qui a été toujours sur la bonne ligne, qui a toujours dit on ne peut pas attaquer nos frères du Sahel, qui a toujours, ce qui s'est montré disponible, on dit ah, le port de Lomé, on a laissé ça pour les gens de l'AES. Où est le problème en ça? Le port appartient au peuple. Mais dans les autres pays où on a fermé le port aux gens de l'AES, mais le port de Cotonou appartient au peuple béninois. Mais on a fermé. Si les dirigeants veulent fermer, ils ferment. C'est leur droit. C'est leur prérogative. Donc dire que non, en laissant le port, on n'a rendu aucun service particulier parce que le port appartient au peuple. Je suppose que tout le peuple togolais n'a pas tenu une conférence nationale pour décider qu'il faut laisser le port de Lomé à la disposition des gens de l'AES. Les gens de l'AES sont nos frères. Depuis des années. Il ne faut pas attendre les histoires de l'AES. Depuis toujours, les gens de l'AES, les territoires du Sahel, Burkina, Mali, Niger, ils sont nos frères. Ils resteront toujours nos frères. Et on n'acceptera jamais que des étrangers, des Européens, ajoutés à leurs petits mercenaires qui se disent panafricanistes, viennent nous embrouiller. Nos frères du Sahel resteront nos frères aujourd'hui et demain et pour toujours. Très bien. Merci. Mais quand on voit le contexte au Sahel aujourd'hui, vous êtes heureusement historien, est-ce que ça ne ressemble pas point par point à un mouvement de décolonisation de la deuxième génération? Il est clair qu'il y a un mouvement de décolonisation, puisque tout le monde est d'accord que après les indépendances, moi je ramène ça toujours à cette chanson Indépendance Tcha-Tcha. On a pris les indépendances en dansant, c'est-à-dire au lieu de prendre nos responsabilités, on a pris les indépendances en dansant. Quand vous regardez une bonne partie de ces pays à problème, on a pris les indépendances dans une négociation où une bonne partie des pays n'étaient pas d'accord. N'oublions pas qu'en 1958, quand Sékou Touré disait non tout seul, il n'était pas prévu que Sékou Touré dise non tout seul. Il était prévu que plusieurs pays, en même temps que Sékou Touré, disent non. Mais par la suite, avec l'action de la France, il y a un certain nombre de pays qui ont reculé par rapport à ce qui devait permettre à ces pays anciennement colonisés par la France d'obtenir véritablement leur indépendance. C'est la même chose avec le projet de Kwame Nkrumah. Quand il appelait son pays Ghana, c'était pour que ça dépasse l'espace géographique qui avait été occupé par la Grande-Bretagne, mais il voulait beaucoup plus grand pour que les Africains partent même ensemble à l'indépendance, pas de façon divisée, comme ce que l'on a fait finalement et dont les frontières sont un de nos problèmes aujourd'hui. Donc il y a cette réalité qui est là. On a parlé d'accession à l'indépendance, on a fêté, on a dansé quelque chose qui n'était pas réellement l'indépendance. Mais par la suite, il y a eu des éléments concrets qui ont montré que ce n'est pas l'indépendance. On ne parlait plus de colonialisme, on parlait de néocolonialisme. Mais quand vous regardez de l'indépendance à aujourd'hui, vous avez en Afrique ce qu'on peut appeler les forces de gauche, qui ont toujours contesté l'indépendance politique, qui ont toujours contesté l'indépendance économique, qui ont toujours contesté également l'indépendance militaire au niveau de nos pays. Et ce discours sur le panafricanisme, ils l'ont de tout le temps porté. De tout le temps, ils l'ont porté. Moi, j'avoue que je suis un peu gauchisant de ce point de vue parce que j'ai été formé par les Abdoulaye Bathily, Landing Savané, etc., qui sont tous de la gauche sénégalaise, qui, de tout temps, ont combattu les présences militaires au niveau du continent africain. La question du franc CFA, je ne les ai jamais connus avec un discours de compromission. D'ailleurs même, c'est ça qui fait que quand quelqu'un comme Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, puisque c'est les forces de gauche qui ont amené un libéral au pouvoir. Abdoulaye Wade est allé en France s'asseoir, il était découragé en pensant qu'il ne peut plus gagner. C'est eux qui sont allés le chercher en France, amener au Sénégal, porter sa candidature. Immédiatement, quand il a gagné, on l'a senti, les assises françaises de l'armée française au Sénégal ont été diminuées, le nombre de soldats a été diminué, et ça c'était sous l'action de ces gens de gauche, parce qu'on ne connaissait pas Maître Abdoulaye Wade dans ce discours de façon générale. C'est ça qui revient encore aujourd'hui. Et qui revient parce qu'il y a eu le débat sur le franc CFA en particulier, qui a montré aux gens clairement comment le fait que notre CFA est logé, non pas ici quelque part en Afrique, dans les pays membres de l'UEMOA, mais en France,
est véritablement une source de financement de la France qui fait parfaitement l'affaire de la France. Les débats qui ont eu lieu avec des spécialistes, les débats qui ont eu lieu avec des gens qui ne sont pas nécessairement des économistes, mais qui voulaient qu'on en finisse avec j'allais dire, ce franc français qui continue chez nous, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mais ces gens ont fait un travail de conscientisation au point que certaines populations qui n'étaient pas encore suffisamment informées par rapport à ces questions ont rejoint ce combat des forces de gauche. Mais cette fois-ci en masse. Parce que malheureusement, les forces de gauche, le plus souvent dans nos pays, ont été minoritaires parce que dans leur discours, il y a des aspects qui ne convenaient pas à nos populations. Mais c'est c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Plus un élément supplémentaire, vous avez Sarkozy, vous avez Macron, vous avez les présidents français eux-mêmes qui viennent mettre de l'huile dans le feu et qui, en voulant servir la France, démontrent ce qui est en train d'être dit contre la France. Mais si vous y ajoutez de l'arrogance, si vous ajoutez à cela une certaine sournoiserie, où on pense que les autres ne sont pas capables de réfléchir, mais ça amène tout ce que l'on voit aujourd'hui comme réclamation d'indépendance au niveau des pays africains, portés par le Mali, le Burkina et le Niger en particulier, portés ailleurs, mais pas de la même façon que la façon dont c'est porté par ces trois pays. Ce qui a amené Ibrahim Traoré, le président burkinabé, à dire la dernière fois que Emmanuel Macron est un mal nécessaire pour l'Afrique. Alors, pour revenir à notre sujet, à moins que l'ambassadeur veuille ajouter. La question à laquelle il a répondu, à savoir si ce n'est pas une deuxième phase des indépendances, je crois que c'est la question que tu as posée. Ce n'est même pas une deuxième phase, c'est une première phase, puisqu'on n'avait jamais été indépendant. On est venu tromper nos chefs d'État avec des clauses. Vous appelez ça comment? Les accords coloniaux. Les accords coloniaux. Mais c'est une honte. C'est pire que le nazisme. C'est pire que l'esclavage. Mais la France démocratique, la France des droits de l'homme s'accommode de ça quand il s'agit des Noirs. Alors, récemment, j'ai entendu Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, on ne la présente pas à cette dame, dire qu'il a fallu qu'ils arrivent au pouvoir pour savoir que même pour les conseils des ministres, l'ordre du jour doit être envoyé à Paris, avalisé à Paris, on raye les sujets qu'on ne veut pas que le Conseil des ministres discute, ou bien on les garde en donnant des instructions sur dans quel sens débattre de ces points-là au Conseil des ministres. Mais est-ce que tu crois que à Pau, je dis Pau, c'est la ville où l'actuel Premier ministre est maire, tu crois qu'à Pau, quand il veut siéger, quand le conseil municipal de Pau veut siéger, tu crois qu'on envoie une demande d'autorisation à Paris pour que Paris choisisse les thèmes et surtout oriente les thèmes retenus? Donc c'est pour te dire qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. Il ne faut pas dire deuxième phase d'indépendance, non. C'est maintenant que des Africains conscients, parce qu'il faut reconnaître à la décharge de nos prédécesseurs, de nos aînés, de nos papas, qu'ils n'avaient pas l'indépendance et ils n'avaient pas l'information. En ce moment, les médias, tu les connais, ceux qui intoxiquaient abondamment nos dirigeants, parce que il y a des dirigeants en Afrique jusqu'à maintenant, même jusqu'à maintenant. Si le matin, il n'écoute pas RFI, c'est comme il y a sa dose de drogue qui lui manque. Il doit écouter, religieusement d'ailleurs. Et quand on dit RFI a dit, c'est plus fort que Dieu a dit. Alors, donc c'est dans cette atmosphère que nos politiciens ont grandi, que nos politiciens ont pris le pouvoir, que nos politiciens ont géré le pouvoir. Donc ils sont enfermés dans une logique suicidaire. Non, pas totalement, parce que certains ont voulu quand même acquérir une vraie indépendance. Au moment des indépendances, il y avait des gens qui avaient donné les informations. C'est pourquoi j'ai donné le cas de Sékou Touré, c'était clair. Oui, il y a Modibo Keïta au Mali. Je ne néglige pas ces gens-là, mais je parle de la tendance qui a eu le dessus. Sékou Touré, il a risqué tout. Modibo Keïta, lui, il a risqué même sa vie. Et il y a beaucoup d'autres. Les Kwame Nkrumah, comment on appelle ça, les Lumumba, au Togo. Sylvanus Olympio. Les Sylvanus Olympio. Ils ont risqué leur vie, justement, parce que ils ont compris. Mais le blanc, sachant que ces nègres avaient commis le crime de comprendre leur ruse, leur stratagème à eux, mais ils les ont éliminés.
Aujourd'hui, le problème revient parce que l'information est plus abondante et plus accessible. Et RFI a dit, et France 24 a dit, aujourd'hui c'est synonyme de la merde, la manipulation. Personne n'accorde foi à leur raconteur parce qu'on a compris exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont. Il suffisait de suivre leurs prestations piteuses pendant la guerre en Ukraine pour savoir que ces sources d'information sont de véritables sources d'intoxication et de mort pour les Africains. Alors là, Diouf, plus de 70% de Togolais sont favorables à la dynamique de l'AES selon le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. L'Alliance va-t-elle s'élargir à d'autres pays dans les mois à venir à l'allure de ces déclarations, selon vous? Bon, je ne sais pas d'où il tient ces 70%. Je n'ai pas vu de sondage pour dire il y a 70%. Ce qui est sûr, c'est que la jeunesse africaine de façon générale, y compris la jeunesse togolaise, est favorable à ce que moi j'appelle l'esprit AES. Parce qu'il y a cette chose-là qu'il faut dire de façon claire. Quand je dis esprit AES, c'est cette souveraineté du continent africain. Au-delà même des trois pays qui ont constitué l'AES en tant que tel. Un autre élément également qui est clair, quand vous parlez de CEDEAO au Togo, le Togo a une expérience malheureuse avec les médiations de la CEDEAO. Et c'est le pouvoir en place qui était là pendant qu'il y avait ces médiations où les populations ne voulaient même plus entendre parler de médiation de la CEDEAO. Et moi, quand je dis CEDEAO, je précise toujours ce syndicat de chefs d'État. Parce que pour moi, il y a une différence entre les chefs d'État qui sont au niveau de la CEDEAO et la structure en tant que telle. Parce qu'à ce niveau, le problème, c'est les chefs d'État, ce ne sont pas les peuples qui constituent le problème au niveau de la CEDEAO. Maintenant, le peuple togolais veut faire sa part. Est-ce qu'on lui donne l'occasion de faire sa part? Parce qu'aller adhérer à la CEDEAO pour les peuples togolais, ce n'est pas seulement dire non à la France, mais c'est également voir au niveau du Togo ce qu'on a vu au niveau des pays de l'AES, c'est-à-dire une véritable rupture. Est-ce que cette rupture... Adhérer à l'AES, vous vouliez dire? Oui. Est-ce que la rupture, elle est là, à l'interne? Je ne parle pas de rupture par rapport à la France qui est très évidente. Dans tous ces pays qui adhèrent à l'AES, il y a une rupture à l'interne. La façon de gérer les biens du pays, la façon de lutter contre la corruption, est-ce que le Togo est dedans? L'orientation politique au Togo, est-ce que c'est la même que l'orientation politique au niveau de l'AES? L'AES actuellement a un discours plutôt pas en phase avec la démocratie. Quel est le discours du Togo par rapport à la démocratie? Mais qu'est-ce que vous faites dire que l'AES n'a pas un discours en phase avec la démocratie? Mais l'AES et ceux qui supportent l'AES ont toujours dénoncé la démocratie en disant pas d'élection, clairement. Ah bon? Plusieurs fois. Ah oui, ouais. ah oui. Ouais. Non, laissez-moi terminer d'abord. Ah oui, il ne faut pas... Ici, même sur ce plateau, il est le professionnel de ce qu'il appelle démocratiquement élu, en se moquant de la démocratie et tout. Mais les gens sont libres. Eux, ils parlent plutôt de démocratie dévoyée, moi, j'entends. Oui. Je parle de cette démocratie dévoyée, mais dans le fond, quand vous discutez avec les gens, on nous dit que la démocratie, c'est une partie également de ce que l'Occident nous a amené. Il faut dire les choses. Ça, c'est des faits. Il ne faut pas qu'on mette les faits de côté. On est en train de comparer, puisqu'on parle de Togo dans l'AES. Pour que ça soit clair, il faut bien qu'on compare. Quand on regarde l'article 11 de la charte de l'AES, qui parle d'adhésion, mais l'article dit clairement que c'est ouvert, les gens peuvent venir. Il faut que ces gens partagent les mêmes réalités géographiques. Pour le Togo, ça ne pose pas de problème, même si le Togo n'est pas le Sahel, c'est plutôt la savane. Ils sont quand même proches d'un point de vue géographique. Il parle également d'avoir les mêmes réalités politiques. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de pouvoir politique. Est-ce que c'est les mêmes réalités politiques qu'on retrouve? Les réalités socio-culturelles, on peut dire que ce n'est pas très loin, mais il faut qu'ils disent, le même article dit qu'ils doivent partager les mêmes objectifs. Mais en ce moment, il faut qu'on interroge les Togolais sur ces questions et qu'on leur donne la parole. Quand les Togolais s'exprimeront, on va savoir exactement qu'est-ce que les Togolais disent. Mais moi, je le dis tout le temps, il faut arrêter de parler au nom du peuple. Le peuple est là. Je me dis que les Togolais ont bel et bien envie de parler. Il y a des médias au Togo qu'on leur donne la parole, mais on saura exactement ce que les Togolais veulent au lieu de parler à la place des Togolais. Pour moi, c'est le plus simple. Est-ce qu'il y aura d'autres pays? Mais c'est possible puisque l'AES a ouvert. Ce n'est pas quelque chose de fermé en posant des conditions. À l'heure actuelle, quel pays viendra? Je ne saurais le dire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai vu ni un pays qui a fait une demande officielle, ni un pays qui a fait une demande
officieuse d'adhérer au niveau de l'AES. D'ailleurs, la parole est aux Togolais, même au-delà du Togo, aux Africains, au monde entier. Ils vont nous envoyer leur contribution 96 08 43 43, présenté de l'initiative plus 228, et ils nous diront ce qu'ils pensent de l'adhésion de tel ou de tel autre pays à l'esprit, comme vous dites, de l'Alliance des États du Sahel. Oui, je disais les 70%. Plus de 70%. Les plus de 70% annoncés par le ministre Doucet. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas eu un sondage formel qui a dégagé ce pourcentage. Mais en réalité, personnellement, je sais que c'est plus de 70% parce que si c'est 70%, ça suppose qu'il y a 30% de Togolais qui sont en train de quémander l'esclavage, qui sont en train de quémander que leurs biens aillent engraisser des gens et que nous, nos populations meurent dans des conditions de pauvreté, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, pas de ceci, pas de cela. Donc, je n'imagine pas 30% de Togolais en train de mendier l'esclavage, en train de mendier l'exploitation sans limite, en train de mendier l'inhumanité. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus considérés comme des hommes. Donc, laissons de côté le sondage, les 70%, les plus de 70%. Bon, le ministre a parlé et il n'avait pas fait un sondage avant d'aller. Je crois que tu as dit que peut-être il ne s'attendait même pas à la question. Mais un ministre, il a toujours de la répartie. Maintenant, la question, il faut donner la parole au peuple. Mais moi, ici, sur toutes les radios, télévisions privées et tout, mais les gens ont toujours exprimé librement ce qu'ils pensent de cette histoire de l'AES. Et nous, ici, nous avons toujours dit ce que nous pensons. Ce que nous pensons n'est pas la règle, mais ce que nous pensons peut juste servir de repère. Quant à dire que la démocratie, on n'en veut pas, mais écoutez, comment vous voulez... Récemment, le Mali, le général Assimi Goïta vient d'arraisonner combien? 3 tonnes d'or que la société machin avait gardé. Si c'était un régime démocratique, c'est-à-dire qu'un régime placé par ces gens-là, les 3 tonnes d'or, ça passe comme une lettre à la poste. Plus de 260 millions de dollars. Donc, cette démocratie qui est conçue avec habileté pour infantiliser les Noirs, pour les exploiter, pour les saigner, pour les appauvrir, pour que des pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina soient qualifiés de pays les plus pauvres par le même type qui les saigne à blanc depuis plus de 200, 300, 400 ans, nous ne voulons pas de cette démocratie-là. Moi, je n'en veux pas. Je l'ai toujours dit. Je ne fais pas semblant. Je ne veux pas faire semblant parce que c'est très à la mode pour, disons, des penseurs, des intellectuels, des journalistes africains de se proclamer démocrate. Je ne suis pas démocrate de pacotille. Le jour où je me dirai démocrate, c'est que nous avons trouvé une forme de démocratie où les Togolais peuvent s'exprimer sans être esclaves de quelqu'un. Ici, tes politiciens, je ne dis pas lesquels, leur plus grand bonheur, c'est d'aller au Quai d'Orsay se faire recevoir dans un bureau obscur dans la cave et ils reviennent, ah, on m'a reçu à Paris, on m'a reçu au Quai d'Orsay. Mais moi, je préfère que tu dises que tu es allé à Amigran, tu as organisé un meeting, le peuple est sorti, le peuple t'a acclamé, que tu es allé à Mandouri, tu as organisé un meeting, le peuple est sorti, t'a acclamé. C'est pas que tu es allé au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, on s'en fout, on n'en veut pas. Donc cette démocratie-là, qui est en train de nous enliser, qui est comme des poids à nos chevilles, en train de nous enfoncer de plus en plus profond dans les abysses de la misère, de la pauvreté, nous n'en voulons pas. Donc ce n'est pas que les gens du Sahel sont contre la démocratie. Ils veulent mettre sur pied une démocratie qui puisse à minima fonctionner. Rawlings a fait coup d'État au Ghana, c'est un militaire. Il a mis sur pied un système démocratique qui marche. Aujourd'hui, on a élu John Mahama. Tout le monde acclame. On dit, ah, il a été bien élu. On doit ça à qui? On doit ça à Rawlings. Heureusement, Mahama est du parti, le NDC, il est du parti de Rawlings. Donc, les officiers du Sahel veulent faire une démocratie qui soit au service des peuples de leur pays et non une démocratie qui soit au service de l'exploitant, du voleur, du pilleur, de l'arrogant. Ça, ils ne veulent pas et personne n'en veut. Mais, donc, on n'est pas contre la... Il faut qu'on précise. Je ne parle pas de démocratie qui est une démocratie qui ne respecte pas des principes. Je suis tout le temps... Non, laissez-moi terminer quand même. Moi, je n'avais pas terminé. Allez-y.
Allez-y. Je n'avais pas terminé. Oui, Non, allez-y alors. Le débat, c'est Ah non, il faut le faire quand même. des échanges. Donc, vous pouvez clarifier votre Vas-y, position. clarifie avant conclure. que je ne termine. On ne m'a jamais vu défendre une démocratie de pacotille. Voilà. Il faut que ça soit très clair. Quand je parle de démocratie, je parle de principe. Un pouvoir du peuple, un pouvoir pour le peuple. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Parce que la démocratie, pour moi, n'a absolument rien à voir avec aller en France ou aller aux États-Unis. Voilà. Les Sénégalais font leur démocratie et quand ils le font, ils ne vont pas en France. Voilà. C'est le peuple sénégalais qui l'a fait. Ce n'est pas les politiques sénégalais qui l'ont fait. Et le peuple sénégalais n'est pas allé en France pour faire sa démocratie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ouais. Très clair même. Moi, quand je parle de démocratie, c'est des principes. Un des principes, c'est la bonne gouvernance. Dans combien de nos pays il y a cette bonne gouvernance? Le deuxième principe, c'est des élections libres, démocratiques. Ce qui est extrêmement facile à organiser. Quand des élections ne sont ni libres, ni démocratiques, c'est de la mauvaise volonté politique, c'est de la malhonnêteté. Il n'y a rien de plus facile que d'organiser des élections. C'est une entreprise tout simplement technique. Il y a des spécialistes pleins pour pouvoir organiser des élections comme il se doit. Je peux terminer? Non, non. En fait, je dois préciser ma pensée. Parce que quand vous parlez de la démocratie dont je parle et vous parlez de France, moi, quand je parle de démocratie, je ne la lis pas du tout à la France. Pas du tout. Oui, les Ghanéens ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en Angleterre pour le faire. Voilà. Mais c'est pourquoi, tout à l'heure, quand je parlais, je disais que le peuple togolais doit faire sa part. Parce que si on veut que l'Afrique devienne libre, c'est chaque pays d'abord qui doit être libre. Et pour moi, la liberté d'un pays, ça commence par la liberté du peuple qui compose ce pays-là. C'est quand ce peuple-là sera libre qu'on pourra le faire. Mais quand ce n'est pas le cas, même quand je dénonce la CEDEAO, quand je dénonce les chefs d'État de la CEDEAO, mais c'est nous qui envoyons les chefs d'État au niveau de la CEDEAO. C'est nous qui les avons élus. Ce n'est pas la CEDEAO qui a élu les chefs d'État dans chacun de nos pays. C'est également au peuple de prendre ses responsabilités. Et c'est ce que j'ai dit tout simplement pour que ça soit clair. Quand moi je parle de démocratie, il ne s'agit pas de prendre un modèle. Parce que pour moi, dans la démocratie, il n'y a pas de modèle. Il y a un modèle français, il y a un modèle anglais, il y a un modèle allemand. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Aladji Diouf. Oui. Reconnais que ce que tu dis ne contredit pas ce que j'ai dit. Parce que tu parles d'une... Attends, pardon. Tu parles d'une démocratie qui marche. Et je dénonce justement notre démocratie qui ne marche pas. Qui permet à qui veut de mettre à la tête de nos États qui ils veulent. À partir du moment où c'est quelqu'un de l'extérieur qui met quelqu'un à la tête de ton pays, ne demande pas le rôle du peuple. Le peuple n'existe plus. Ah si, le peuple existe. Mais attends, puisqu'on a mis quelqu'un que le peuple n'a pas choisi. Mais qui il existe avec quelle force? Le peuple était où quand on mettait quelqu'un? Non, le peuple était là. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple fasse sa part. Non, mais le peuple va faire sa part comment? C'est toi-même qui dis qu'il y a des dirigeants qui ne s'occupent pas du peuple. Comment ces dirigeants-là sont arrivés? S'ils sont arrivés par le peuple, ils vont s'occuper du peuple. Donc on ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Non, je dis ceci. La démocratie telle qu'on nous l'a vendue à la boule en 1991 est une fumisterie, est un piège à con pour les Noirs, et que si les Noirs veulent vraiment des régimes démocratiques, ils peuvent s'inspirer de leur propre histoire pour bâtir des sociétés où chacun a son mot à dire. Voilà ce que moi je dis. Et je dis, les pays du Sahel, auxquels beaucoup d'autres vont s'ajouter bientôt, sont des pays qui sont à la recherche d'une vraie démocratie et non des appendices, des idées mal conçues, mal mûries dans certains pays où eux-mêmes ne s'entendent même pas, on se chamaille tous les jours pour venir porter du trouble dans nos pays. Nous, on est des pays pauvres. On n'a pas le temps de nous chamailler comme eux. Aladji Diouf, pour clôturer cette phase-là, est-ce qu'on n'est pas tenté de donner raison à son excellence Ogoyou Kegewe, après avoir écouté Simon Gbagbo, après avoir écouté Robert Bourgi dénoncer les travers des relations diplomatiques entre l'Afrique et la France à un moment donné? On lui donne raison sur quelle base? Sur la démocratie ou bien sur ce qui a été révélé? Sur la démocratie pacotille. Oui, non. En fait, pour moi, ce n'est pas une affaire de démocratie pacotille. Pour moi, comme je le dis, mais c'est les peuples qui règlent les problèmes de leur pays. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Simone le dit aujourd'hui, elle était où quand ça se faisait? Oui, mais est-ce qu'elle avait la possibilité d'être sur les médias pour parler?
Elle n'avait aucune force. Au moins, elle avait la possibilité de faire quoi? De parler. Mais elle était en prison, Simone Gbagbo. Elle n'avait même pas parlé quand elle est arrivée en prison avec son mari. Elle n'avait même pas parlé. Non, ne jouez pas avec ces jeux-là. Non, attends. Doucement. Non. Le jeu, la prison de Simone, c'est un jeu. La prison de Gbagbo, c'est un jeu aussi. Moi, quand on m'écoute, on me comprend. Parce que ce que je dois dire, je le dis. Tout le monde me connaît pour ça. C'est pas la peine de m'orienter. Je comprends ce que Alani Simone Diop était au pouvoir avec son mari. Oui. C'était pas l'épouse de Gbagbo au pouvoir. Elle était au pouvoir avec son mari. Oui. Mais tout ce que Bourgi a dit sur son mari, Simone était où? Simone était où? Elle était là. Elle n'a pas fait sa part. Elle devait faire quoi? Déclencher une guerre conjugale? Non, elle n'a pas besoin d'une guerre conjugale pour cela. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. J'ai dit Simone était au pouvoir avec son mari. J'ai pas dit Simone était l'épouse de Gbagbo parce que Simone fait partie du FPI. Oui. Elle n'est pas seulement femme de Gbagbo. Donc, elle était au courant et elle n'a pas fait les dénonciations à temps, vous voulez dire. Oui, mais c'est qu'en fait, c'est très facile. C'est très facile de juger les choses a posteriori. Et c'est ça qui nous crée des problèmes en Afrique parce que à chaque fois que les gens sont là, au moment où ils peuvent dire non, ils ne disent pas. Mais Thierno Alassane Sall, il n'était pas comme Gbagbo, comme Simone dans le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il était simplement un ministre. Quand Macky Sall a voulu favoriser Total pour les gisements pétroliers au Sénégal, il a refusé catégoriquement. Malgré toutes les pressions, il a refusé catégoriquement. Quand les pressions ont continué, il a démissionné. C'est de ces Africains-là qu'on a besoin. Mais pas d'Africains qui disent, dans ces conditions, je ne peux rien faire. Mais ça veut dire que les choses vont continuer parce que ceux qui sont en train d'exploiter ne vont pas venir nous donner un plateau et nous dire les choses vont changer. Elle a dit, écoute, tu dis des choses qui relèvent du bon sens, mais il faut être réaliste. Simone Gbagbo aurait dû dire quoi? À son mari, ne donne pas l'argent aux pilleurs bourgeois. Mais bien sûr. Tu sais comment ça aurait fini? Il serait arrivé à la Haye plus tôt que prévu. Mais en tout cas, ça a fini là-bas. Même si c'est plus tard. Oui, mais ça n'a rien changé. Arrivé plus tôt que prévu. Ça n'a rien changé alors. Donc, moi, je vais te dire quelque chose. Dans tous les pays du monde, quand un pouvoir tient des gens, il le tient, il ne les laisse pas. Tu as vu actuellement Mark Zuckerberg, l'homme, le chef de Meta, qui dit « Ah ben moi, le pouvoir de Biden et ses acolytes m'avaient obligé à faire ci, à faire ça. » Pourtant, Mark Zuckerberg, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi lui n'a pas tenu tête pour dire « Non, je ne fais pas ça ?» C'est pour te dire, quand quelqu'un en matière de politique te tient, il te tient. C'est là où je ne suis pas d'accord. Mais attends, oui. C'est là où je ne suis pas d'accord. Le contraire est là. Le contraire est là aussi. Oui, tu as donné l'exemple d'un ministre sénégalais. Je peux donner plusieurs autres exemples. Oui. Je dis. C'est pas le seul. Tu as donné l'exemple d'un ministre sénégalais. Oui. Mais Thierno Alassane Sall. Quand il a refusé, ça a changé quoi? Total n'a pas eu son pétrole. Pourquoi les nouveaux venus, Diomaye Sonko, pourquoi ils sont en train de chercher justement à voir clair dans les accords de Total? C'est parce que malgré le refus héroïque de ce ministre, rien n'a changé. Oui, mais voilà. Imaginez si quelqu'un refuse et rien ne change. S'il se couche, comme dit Kizerbo. Ce que Kizerbo dit, c'est que nous, Africains, là, si nous nous couchons, nous mourrons. Lui, il ne s'est pas couché, il s'est mis debout. Et c'est ça qui manque aujourd'hui sur le continent africain. Il faut que les gens se mettent debout pour que dans tous les pays, qu'on aille à cette souveraineté de l'Afrique. Une question avant la pause. À un autre problème. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est un autre problème. Non, c'est valable dans nos pays. Il ne faut pas dire un autre problème. C'est ça le problème. Oui, c'est le problème, mais comment le régler? C'est une autre question. Une dernière question avant la pause. Que pensez-vous de tous ces intérêts manifestés à l'endroit de la US? Est-ce que ça ne sonne pas comme un désaveu de la CEDEAO, qui était à un moment donné très opposé, très remonté contre ces régimes? Aujourd'hui, les choses changent. Est-ce qu'on peut faire partie de la CEDEAO et postuler, taper à la porte de l'AES? Bon, comment analyser la situation? 1 minute chacun et on va à la pause. Ben, moi, je me dis que c'est du possible parce que quand on regarde le préambule de la charte de l'AES, le préambule ne remet pas en cause la CEDEAO. Quand il parle de l'égalité internationale, il cite les Nations Unies, il cite l'Union africaine, il cite la CEDEAO. Donc pour moi, sur ce plan, je ne vois pas où se trouve le problème en tant que tel. Ils ont été membres de la CEDEAO, ils ont quitté la CEDEAO, ils restent dans l'espace géographique. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut leur empêcher d'avoir des relations avec la CEDEAO de façon objective. Au contraire, c'est ce qu'ils sont en train de faire en prenant pays par pays.
comment on appelle ça encore, le message qu'ils ont fait passer à la veille du sommet de la CEDEAO sur le fait qu'ils accueillent tous les ressortissants de la CEDEAO, c'était un appel du pied pour qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on voit à peu près la même chose, puisque quoi qu'on dise, les peuples sont là, ils sont ce qu'ils sont, les dirigeants sont là, ils sont ce qu'ils sont. C'est les dirigeants qui vont passer, c'est les peuples qui vont rester. Excellence. Moi, je crois que fondamentalement, les peuples de la CEDEAO et de l'AES n'ont aucun problème. Si les gens de l'AES agissent comme ils agissent dans l'intérêt de leur population, il aurait suffi que ceux de la CEDEAO aient le même comportement agissant uniquement dans l'intérêt de leur population. Il n'y aurait pas de contradiction. C'est parce qu'eux, ils reçoivent des ordres de quelque part pour les imposer à leur propre population et après les imposer au pays de l'AES. C'est là-bas que ça coince. Alors, si la CEDEAO cesse d'être le porte-voix des menteurs, des manipulateurs, des exploiteurs, des voleurs, des soutiens du terrorisme, mais, en fait, il y a quelle différence entre nos pays? Il n'y a aucune différence. Quand des présidents défilent à Paris, qui pour prendre l'argent, qui pour danser, recevoir une danse, qui pour recevoir une médaille, mais comment tu veux que ça marche? Donc, la CEDEAO n'a qu'à changer sa façon de faire, du moins les dirigeants, et vous verrez que les gens de l'AES n'ont aucun problème contre personne. L'AES n'a jamais menacé d'aller attaquer un pays de la CEDEAO. Ils ne sont pas aussi fous. Merci pour vos différents points de vue. Les téléspectateurs vont apporter les leurs dans la seconde partie, mais là nous marquons une pause. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum.